Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est full team, on est au complet pour Macadabre. Andy rejoint la partie avec le docteur Emilienne de Sinclair. Nous avons toujours le fabuleux MJ Monsieur Saitama, l'incroyable docteur Francham, incroyablement manquant d'âme justement. L'incroyable Tauron, Tauron le terrible, comme on l'appelle, et moi-même pour cette partie. La dernière fois, on a eu un premier contact avec la Malmort. Nous avons croisé des soldats que le docteur Clotilde Francham a qualifié directement d'hérétiques et de condamnés. Bien entendu, ils étaient à peine vivants au moment où nous les rencontrons. Elle estime qu'ils n'avaient que quelques peccadilles à rester en vie et que nous eussions été en bien mauvaise posture si nous les accompagnâmes en bord de route. Bien sûr. Et du coup, un de ces hommes a commencé a eu des spasmes, a commencé on l'a su après, mais se transformer. Enfin, le docteur Godefroy l'a su après, en tout cas, vu qu'il ne voit pas. Et a commencé à attaquer ses camarades, clairement. Et le docteur Clotilde Francham l'a sauvé avant que le docteur Godefroy, finalement, ne puisse sauver ce soldat qui se transformait. Et nous avons passé la nuit dans un mas, comme on dirait dans le sud, dans une petite maison de pierre à moitié effondrée au milieu de la forêt. Et on est reparti le lendemain. Après, on est reparti elle le doit lendemain. bien avouer que ça l'aurait embêté que son très cher comparse décède. C'est grâce à lui qu'on avait accès aux places handicapées. C'est vrai que du coup, une double place pour garer le cheval, c'était pas mal. Et on est reparti le lendemain. On a trouvé un homme ne souffrant absolument pas de la malmort, mais décrit par le docteur Francham comme un pestiféré. Donc du coup, nous lui avons ponctionné du sang pour comprendre pourquoi lui n'était pas le mal mouru. Il lui fallut voir la bagatelle. Hein. Et le docteur Francham a fait la prise de sang de trop, clairement. L'homme est décédé. Et après, est-ce qu'il est bien certain que c'est la prise de sang, que c'est oui. ma prise de sang qui ait pu tuer cette personne? Je doute, voyez. Comprenez qu'il ne peut pas être sûr de ceci. C'est peut-être un concours de circonstances qui a amené le docteur Godefroy étant aveugle, le sait, donc tout le monde le sait. Et donc nous sommes repartis en direction d'un cours d'eau pour regarder en fait si le problème de la malmort ne venait pas tout simplement des sources d'eau du domaine de Saint-Voile. Et donc on s'en était arrêté là. Et pour rappel, le domaine de la malmort n'est pas le lieu de naissance de Voldemort, ça n'a rien à voir. Et puis, pourquoi tant de sexisme? Pourquoi pas l'appeler le femelle de la... le femelle mort, tu vois, au lieu du mâle mort? On pourrait être un petit peu inclusif. Le chimal mort. Ça irait tellement à l'équipe. Okay. On va commencer. Alors, pour info, vous cherchiez donc un cours d'eau. Sachez que sur la carte, vous êtes en 10-6. En 9-6, il y a une grande étendue d'eau, un grand lac. Effectivement, après, il y a la rivière qui part de 9-4 et plein sud-ouest et qui descend plein sud. Ok. Donc, mais vous savez qu'en 9, la grosse tache sombre sur le plan, en 9-6, c'est un grand étang. Après, je pense que les gens puissent plutôt dans l'eau de la source que vraiment l'étang. Je trouve ça bizarre. Donc, moi perso, je pencherais plus vers la source.
qui expliquerait plus le fait que la totalité du domaine subisse la malmort. Oui, il est assez en accord avec ceci et se dit pourquoi pas. Mhm. Et donc, moi je propose qu'on se dirige vers 10-5. Il y a un truc bizarre que je ne saurais pas définir, du coup ça m'intrigue sur l'image. Alors, on va déjà faire un petit rappel de la situation. Mhm. En l'an 1366, en plein obscurantisme moyenâgeux, la province de Saint-Voile est ravagée par une étrange pestilence, transformant sa population en créatures dégénérées, déviantes et bestiales. Si la province pauvre et bien trop éloignée de la capitale n'intéresse pas la couronne, la fuite de la population face à une épidémie en pleine propagation, les rumeurs d'une nouvelle religion se développant dans la région, l'anathème de l'Église sur la cité fortifiée, dirigée par la sulfureuse comtesse, et l'absence de communication avec cette dernière, contraignent le roi Corus Vermeer à mandater un collège de médecins de peste. Le but de cette brigade méprisée, éradiquer la source de cette malmort ou mourir en essayant. Sachez, mes très chers docteurs, que l'engeance est un plat qui se mange froid. La saignée n'est pas une sinécure, la civilisation n'est qu'une animalerie déguisée. Parmi tout ça, sachez que vous n'êtes pas des gens de bien, mais vous combattez le mal. Malgré tout ça, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que vous n'êtes pas mort. La mauvaise, c'est que vous n'êtes pas mort. Vous êtes donc dans l'hexagone 10-6 et il y a... vous retrouvez le docteur Émilienne de Saint-Clair. Comment ont lieu ces retrouvailles? Je pense qu'il serait peut-être parti avant nous dans une autre équipe déjà envoyée, peut-être. Peut-être qu'il ne resterait plus que lui. Qu'est-ce que tu en penses, docteur Sinclair? T'es mieux. Eh bien, oui, quelque chose du genre, mais peut-être que, bizarrement, il n'y a plus mon groupe avec moi, pour des raisons que je ne sais plus, peut-être. Peut-être que non. Que je sais, et que je veux pas le dire. Oui, ce sont certainement les quelques gueux rencontrés quelque temps plus tôt. S'étant tués tout seul, infectés tout seul, enfin, les gueux que nous deviâmes soi-disant soigner, n'est-ce pas, très cher aveugle? Je pense peut-être surtout que le docteur ne veut pas en parler parce qu'il a peut-être fait quelque chose. Peut-être qu'il ressemble plus finalement au docteur de Francham qu'au docteur Godefroy. Fichtre. Après, si le docteur Sinclair n'est pas d'accord, Le docteur Sinclair est d'accord et te regarde avec un grand sourire. Très bien. Bah, de toute façon, je le vois pas. Tu peux me regarder autant que tu veux. Lui qui pensait être unique. Et du coup, si le fait de revoir des gens comme ça, je vais quand même essayer de leur expliquer que je venais d'une ancienne équipe et que j'aimerais bien pouvoir aider à nouveau, vous suivre. Et je ne regarde pas, mais j'entends le docteur Clotilde. Et je dis au docteur Sinclair que, effectivement, je pense que nous aurions bien besoin de vous. Parfait. Je vais tellement finir mangé par les deux. Il se demande s'il a toujours les fioles de sang soi-disant sain avec lui. Oui, il se demande bien, il regarde et le docteur Clotilde de Francham les voit parfaitement dans son équipement. Les deux fioles. Très bien. Et il a donc 2 fioles de sang. Ok.
Pour rappel, Dr Clotilde est un personnage trans. C'est-à-dire il aura une apparence féminine, mais se nomine il, tout simplement. Et parle de lui à la troisième personne, constamment. Ouais, moi je dirais que je ressemble vraiment à un homme énorme, baraqué, mais non. Il y a un tout petit cœur fragile sous ce bec de corbeau. Alors qu'il y en a un qui a l'air fragile, mais qui a un bec de corbeau. Pardon. C'est ça. Du coup, moi, Docteur Godefroy, sur la route, je prierai pour cet homme qui est mort et en passant les billes de mon chapelet à travers ma main. Pendant qu'il prie, je crache. Attention, Dr Godefroy, sur votre droite. Non, il y avait... Mon cheval me mène. Ces petites blagues ne marchent pas sur moi. Elles n'ont aucun effet. Je vois à travers vos petites taquineries, Docteur Clotilde. Vous voyez-vous. Sachez qu'un aveugle voit beaucoup plus que ce qu'on pense. Oui. Il a pu voir ça au travers des 3 Gugus qu'on a rencontrés. Oui, je pense que peut-être que je vois finalement la couleur ou la teinte de l'âme des gens. Et alors, la mienne, elle est magnifique. Je suis partagé pour le moment. Ah oui, partagez-vous. Et du coup, je passe ma main sur le cheval parce que je me dis que c'est vraiment mon seul ami dans cet endroit perdu, oublié de Dieu. D'ailleurs, quels sont les principes de Solaria? Comte. Ça, c'est à toi de me le dire. C'est toi qui porte une Bible une Bible de Solaria. Quels sont ces principes? Je pense que les principes de Solaria sont d'éclairer là où l'ombre et la noirceur sont. Je pense que Solaria est vraiment le dieu de l'espoir et de la purification. Clairement. Et je pense que la devise de Solaria, c'est brille où le soleil ne peut briller. Vous êtes en 10. Vous savez que votre premier objectif est de gagner la capitale de la province de Saint-Voile qui se trouve en 7-7 au milieu de la carte. Vous souhaitez en gros rejoindre un point d'eau, une rivière ou quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Moi, de mon point de vue d'aveugle, je dirais que j'irais bien en 10-5. Je sais pas, l'image m'intrigue. Je sais pas ce que c'est qui est dessiné, mais il est assez aussi d'avis de partir en 10-5. Il le suggérera un peu plus tôt d'ailleurs. En effet, ça, oui. J'espère qu'il y aura de quoi faire des concoctions là-bas pour aider les malades. Pour aider les malades, totalement. Vous prenez donc la route plein nord. Et le trajet est assez long. Les forêts sont toujours aussi denses dans cette contrée qui est désolée, oubliée de Solaria. Et vous progressez le long d'un sentier qui serpente tant bien que mal au milieu de ces arbres immenses et tous aussi lugubres les uns que les autres. Au bout de peut-être une semaine, 10 jours. Alors si vous étiez blessé, vous regagnez un point de corps éventuellement. Je ne suis jamais blessé. Très bien. Seul l'aveugle du groupe avait potentiellement risqué blessure, donc... Non, je n'étais pas blessé. Vous entendez. C'est Godefroy ton nom. Hein. Oui.
Ouais, Godefroy. Vous entendez quelque chose, comme quelque chose qui bouillonne. Il fait chaud, un peu plus chaud que la normale. Savoir que depuis que vous êtes parti, la température a rarement dépassé les 10 degrés. La brume est omniprésente. Et il fait étonnamment chaud. Quel On est va ce dire bruit? peut-être 20, 25 degrés. Quelque chose qui bouillonne, comme des bulles. Clotilde, Émilienne, en plus d'entendre, vous voyez comme des petites étendues d'eau chaude, oui, comme des sources qui semblent un peu comme boueuses, un petit peu tout autour de vous dans cette forêt qui est un peu clairsemée en ce moment. Il va observer la réaction de son cheval à la vue de cette eau. Il va observer la réaction de son cheval à la vue de cette eau. Docteur Émilienne, jette-moi 1d6. Jette-moi 2d6. C'est Docteur Clotilde. Ouais, non, Docteur Émilienne, jette-moi 2d6. Mea culpa. Très bien. Je fais cela. C'est de la drogue en Hansen. 3 et 6. 3 et 6. Tu sens, Docteur Clotilde, que ton cheval est un peu tendu. Il est Les un gars, peu tendu. j'ai pas vu les dépasser. Je pense que vous êtes pas sur la bonne table. Il y a une table macadabre. Hein. Ah bon? Ouais. Oh mince. Écoute, je vais aller sur Macadam. Il se connecte sur Ah, Macadabre bah, je aussi. vous renvoie l'invitation si jamais. Et c'est s'y rend. Euh, Et il va caresser son cheval et va éviter de passer au travers ces quelques menues flaques boueuses étranges. Toi, le Docteur Godefroy, avec ton cheval, à cause de ton handicap, de ta condition, de ta cécité, tu as su développer un genre de lien peut-être un peu plus profond. Il est devenu tes yeux, quelque part, tes jambes. Tu es devenu son pourvoyeur également, toi, pour pouvoir le nourrir quand vous êtes tous les deux à Valorieux, au sein de l'académie. Et tu le sens également très nerveux. Émilienne, tu entends quelque chose comme une éclaboussure quelque part au milieu de ces flaques, au milieu de ces mares, de ces sources d'eau chaude devenues boueuses, quelque chose qui éclabousse. Hé, quelque chose rôde. Je m'approche lentement. Tu t'approches lentement. Il va prendre sa rapière. Il va prendre sa rapière. Je sens mon fouet. Et je vous dis de vous écarter de moi. Docteur Émilienne, fais-moi un jet d'âme. J'essaye. Attends. 1d6. C'est un jet de stress. J'ai résistance au stress, du coup, ça va. Je fois fais par- lance 2D. Ah, une fois par partie. Ah alors- ouais, bah non. Non, c'est Ouais, c'est vrai, résistance je au viens de me stress. rappeler, t'inquiète, Tu je viens de peux me rappeler. choisir d'ignorer ta réaction. Non, bah, Et écoute, une fois par let's go. Tu ignores 5. la 5. Non, j'ignore pas. Ok, donc tu as fait ton jet et tu as fait combien alors? Je fais 5. 5. Ton personnage est un professeur, il me semble, c'est ça? Oui. Tu as combien en âme? 4. Ok, très bien. Tu vas me jeter un D6. Là, tu es en train de stresser. Comme un gros charlatan que tu es. Attention, si tu fais 1, tu meurs. 6. Très bien. Donc tu es sous stress. Contrairement à ce qui est indiqué sur ta feuille de docteur, tu ne possèdes aucune des compétences indiquées sur ta feuille et tu ne peux donc y recourir pour toute la durée de la scène.
Vous avez la docteur Emilienne qui s'est éloignée et qui ne revient pas. Vous avez beau l'appeler, elle ne répond pas. Docteur Clotilde, docteur Godefroy, qu'est-ce que vous faites? Il va utiliser son aspiration, à savoir le challenge. Le personnage aime se mesurer au danger et affronter ses adversaires pour aller justement solutionner cette situation. Parce qu'il voit là un danger potentiel, donc il va se mesurer à ce danger. Donc challenge. Très bien. Ça va, je valide. Toi, docteur Godefroy, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me dis que les bouillonnements, c'est peut-être pas de l'eau chaude, mais des animaux qui bullent à l'intérieur de ces mares. Et en fait, je vais me concentrer sur ces bruits pour, dès que j'entends genre quelque chose qui sort de l'eau, imagine un pfff, comme quand tu sors de la piscine, quoi, me préparer à fouetter directement ce qui sort. Pas dans la direction, en tout cas, où ça sort. Très bien, je fais un appui en gros pour mes camarades. Très bien, tu entends, et même ton cheval te l'indique, tu entends Clotilde qui s'en va avec son cheval, et toi Clotilde, tu arrives très facilement aux abords d'Emilienne. Tu vois les traces qu'elle a laissées avec son cheval, que Yel a laissé, ce grand baraquet qui s'appelle Au petit cœur fragile, au petit cœur d'artichaut, qui est là sur son cheval, et autant son cheval que Emilienne ne bouge pas, ils sont tous les deux pétrifiés. Tu arrives derrière avec ton cheval, qu'est-ce que tu fais, Clotilde? Il va s'en approcher et... Attends, je regarde si j'ai quelque chose qui peut aider. Il va s'en approcher et à peu près 1 mètre de distance va lui faire Docteur Emilienne, tout va bien? Docteur Emilienne ne te répond pas. Sans relâcher sa rapière, il va s'en approcher, va venir plus près et va venir simplement le prendre par les bras. Tu fais ça et... Docteur Emilienne, ça va? Docteur Emilienne, tu refais surface, et au moment où Docteur Emilienne, tu refais surface, Clotilde, un bruit attire ton attention et celle des 2 chevaux, de chacun de vos chevaux. Quelque chose est sorti d'une flaque boueuse, quelque chose d'énorme, peut-être aussi haut que le toit d'une auberge. Oh putain. D'assez gros, d'assez serpentiforme, un genre de serpent écailleux qui posséderait plusieurs têtes à la place de la sienne, comme une hydre. Son corps, le long de son corps, semble fusionner plusieurs corps humains, comme des victimes dévorées qui apparaîtraient à la surface de sa peau distendue. Il s'approche de vous. Est-ce que le docteur Emilienne a refait surface? Ah oui, il a refait. Elle a refait surface. Docteur Emilienne, c'est l'heure d'aller rechercher notre comparse, si vous voulez mon avis. Restez de vous. J'essaye de reculer lentement. Il va passer, donc il va contourner le docteur Emilienne, et au moment où il arrive juste derrière, il va donner une énorme claque sur le cul du cheval d'Emilienne pour le faire démarrer. Très bien. On va faire un combat à action complexe avec 2 dés. Il rappelle qu'il a utilisé challenge. Exact. Ça te donne donc une première réussite pour ce combat. Comment tu t'y prends pour affronter ce monstre alors que vous partez peut-être au triple galop? Il va simplement, comme il l'a dit, détourner l'attention du cheval pour partir à sens contraire, justement, enfin à se mettre dans la même direction qu'Emilienne, se reculer un tout petit peu et donner une énorme claque sur le postérieur justement du cheval pour le faire démarrer au triple galop. Ouais. Il voit bien que le docteur Emilienne n'est pas dans la possibilité de réagir.
Donc il essaie de lui sauver la vie comme il peut. Très bien, tu lui sauves la vie. Tous les deux, vous partez au triple galop et Oui. Et il allait juste dire qu'il se dirige directement vers le docteur Godefroy. Vous vous dirigez vers le docteur Godefroy. Toi, Godefroy, tu entends tes collègues, le docteur Clotilde et Emilienne, qui t'appellent, ils sont en train de s'approcher au galop, un galop effréné. Même leurs chevaux semblent affolés. Quelque chose derrière eux fait un bruit effroyable, rampant très vite, très rapidement dans votre direction. Il va y avoir donc un combat action complexe. Toi, Clotilde de Francham, tu utilises donc ta capacité donc de challenge. Tu obtiens la première réussite. Comment ça se passe pour blesser ce monstre qui est énorme? S'il est énorme, est-ce qu'il a accès à son coup, au coup de la bestiole? Il y en a plusieurs des coups en fait. T'imagines un serpent assez énorme, haut comme une maison. Le corps est très très large et il y a plusieurs coups et donc plusieurs têtes. Il va prendre sa rapière et trancher au travers de l'un des coups justement pour lui trancher la gorge. Effectivement, l'un des coups tombe lourdement. Il s'en dégage un sang épais, très noir, très visqueux. Et lorsque ce sang tombe en gerbe au sol, il n'y a plus qu'une flaque fumante. Et le serpent, aux multiples têtes, continue un petit peu à vous charger. Vous êtes là autour de lui. Qu'est-ce que vous faites? Alors il va vous falloir donc... C'est une action complexe à 2 dés chacun. Alors comment ça va se passer? Vous allez devoir, ceux qui veulent, lancer 2 dés. Et ça, c'est sous votre esprit. L'esprit, c'est ce qui va vous servir à combattre physiquement. Et donc, il faudra que tous vos dés, absolument tous vos dés, soient inférieurs ou égaux à votre âme. Si l'un de vos dés ne remplit pas cette condition, c'est un échec. Au bout de 3 échecs, celui ou celle d'entre vous qui fera cet échec-là, ce troisième, sera un petit peu mis KO, emporté par la masse et tout ça, il sera mis de côté. Et on repart sur une série de 3 échecs, et ainsi de suite. Et ensuite, chaque échec est aussi sanctionné par la perte immédiate d'un point de corps. Et au bout de 3 réussites, par contre, le combat est remporté. Clotilde de Francham a déjà obtenu la première des 3 réussites. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ok. Clotilde de Francham, tu as agi donc. Godefroy et Emilienne, docteur Godefroy et docteur Emilienne, qu'est-ce que vous faites? Je pense agir avant le docteur Sinclair, vu qu'elle se remet à peine de son choc. Moi, je ne vois pas ce qui est face à nous. Et je commence à faire tournoyer mon fouet au-dessus de moi pour déjà détecter si la chose ne s'approche pas d'une manière peu convenue de moi. Et dès que j'entends du mouvement sur le sol, je vais fouetter là où j'entends le jeter 2 des 6. Et je commence à prier. Clotaire, chapitre 2, verset 2. Sur le chemin des damnés, tu te tailleras ton propre chemin à la force de tes armes. Et je fais un 1 et un 4. Tu me dis, c'est en dessous du score d'âme, hein, c'est ça? Non, là, c'est l'esprit. Eh ben c'est bon, le 1 et le 4, ça passe, j'ai 5 en esprit. Ok, donc deuxième réussite, comment ça se passe? Eh bien, je fais tourner mon fouet au-dessus de moi et je fouette en faisant des mouvements circulaires de gauche à droite. Vraiment, ça fait presque un moulinet de chaque côté du cheval. Et au moment où la créature tente de m'attaquer avec une de ses têtes, finalement, elle tombe sur ce rempart de fouet épineux qui vient lui lacérer le visage. Ouais, tu sens une résistance dans ton fouet épineux. Toi, Clotilde et Emilienne, vous voyez que le fouet a vraiment atteint quelque chose. Il y a un lambeau de chair qui est arraché, un très gros lambeau de chair, et vous entendez la créature
qui hurle, qui recule un petit peu, qui rampe tant qu'elle peut sur ce sol. Docteur Émilienne, est-ce que tu veux agir? Oui, au moment où le docteur Émilienne voit ça, il va délicatement prendre une pierre et d'un coup s'approcher et essayer d'abattre plusieurs fois la pierre sur l'ennemi. Un Sur coup de une tête. pierre. Oui. Parce que j'ai Ok. pas- C'est mieux que des points, je pense. 2d6 alors. Il T'as sait pas qu'il a, ton- il a certainement une épée ou quoi que ce soit. T'as Hein. t'as ton épée, hein, Oui, tu as quand même une épée courte. Ah, ça on m'avait pas dit. Bah je prends mon épée courte et je vais tenter du coup oui, m'attaquer aux têtes. Essayer d'en couper le Ok, plus donc possible. 2d6 et tu me donnes ton résultat. Bien entendu. 2 et 4. 4 et 2. Ok, donc là, ton personnage c'est un professeur. Non, Il a 4 par... Il a 4 troisième partout comme réussite. moi, il est bon. Troisième réussite, bon, il est comment ça se passe? Et bah justement comme je l'ai décrit précédemment, au moment où je vois le fouet qui arrache un gros lambeau de chair et la créature qui commence à reculer, je m'approche sur le côté avec ma rapière et j'essaye de découper un maximum de têtes, mais j'ai... Voilà. Ok. La créature va se prendre un petit peu tous ses coups. Tu vas trancher tant que tu pourras. Peut-être ton cheval va t'y aider et la créature finira, ce serpent gigantesque, par non pas être vaincu, mais rebrousser chemin en fait. Un petit peu fuir très rapidement, regagner un petit peu l'endroit, la mare, la bauge d'où il vient, pour vous laisser un petit peu seul au milieu du silence de cette forêt à moitié marécageuse, au milieu de ces plaques boueuses. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je continue de hurler mes versets et je crie. Et dans l'ombre, tu retourneras craignant la lumière du soleil et la brûlure de mes mots. C'est parti. Il va s'approcher de chacun de ces deux comparses pour vérifier leur état mental. En fait, simplement, il va à première vue voir simplement si ils paraissent choqués ou quoi que ce soit, tu sais, quelque chose qui aurait pu les affaiblir psychologiquement. Très bien. Elle est dans quel état, Émilienne de Saint-Clair? Eh bien, comme je n'ai pas... Enfin, je dirais assez choqué, mais un peu excité. Un peu à mi-chemin entre la peur et la folie. Ouais. Et le docteur Godefroy? Le docteur Godefroy est certes extrêmement éloquent et virulent dans ses mots, mais il est finalement d'un calme olympien, Dieu est son rempart, rien ne lui fait peur. Cette créature ne pouvait rien face à mon talent. Non, face à la puissance divine. Oui. La seule déesse ici, c'est moi. Si ça peut vous faire plaisir. C'est un blasphème, docteur Fancham, ce que vous dites. Oui, Je pense que vous devriez expier par le fouet vos pensées. Mais qui pourrait être suffisamment habile pour pouvoir me fouetter? Savez-vous qu'il est d'ailleurs... Ce n'est pas un homme de le faire, c'est à vous-même. Savez-vous qu'il existe d'ailleurs des pratiques où le fouet peut être une source de plaisir? Alors, si la pratique du fouet est une source de plaisir, dans ce cas, c'est que votre Dieu est bien plus proche de vous que ce que vous ne pensez. Ah oui, en effet. Seul lui vous apporte la jouissance éternelle. Ouais, jouir. Oui, en effet. Est-ce qu'il reste des restes de la créature qu'on a découpé? Oui, il y a quelques lambeaux de chair.
ce qui pouvait être son sang, ses fluides vitaux se sont mélangés un petit peu à la boue, un petit peu dans le sol. Il commence d'ailleurs à pleuvoir. Une pluie très froide. Je note la réaction du serpent, de tout ce qui s'est passé dans mon carnet. Il devrait s'abriter, il fait froid. Pouvez-vous, avant que nous repartions, prendre un morceau de ce qui est tombé ou du liquide, histoire que nous puissions comparer et tenter des expériences peut-être avec le sang sain de ce pauvre homme que nous avons croisé. Puisque moi, je Vous ne allez vois essayer pas de où déterminer il est la couleur du sang. Moi, non, mais vous, je l'espère. Ah oui, en effet. Ça peut être intéressant. Je pense que je pourrais faire tout ça, oui. Ça ne me paraît pas impossible. Eh bien, faites s'il vous plaît, puisque je ne vois pas où sont tombés les morceaux. Votre regard, chère Emilienne, chère doctoresse Emilienne, est quand même parfaitement flippant. Hein. Il tient à vous le dire. Mais non. Vous jugez encore sur l'apparence, docteur de Francham. Exactement. Ça ne veut absolument rien dire. Messire Godefroy, il tient à vous signaler quand même que, sans parler de jugement d'apparat, les pupilles dilatées sont quand même un trait distinctif pas mal préoccupant, dirons-nous. Je pense qu'on a du mal à avoir des pupilles dilatées à travers le masque de Corbeau. Vous manquez de coup d'œil, cher Godefroy. Vous manquez de coup d'œil. Je crois que un opticien vous détecterait quelques problèmes de vue. Alors, vous savez, tant que je peux marcher, je vois toute cette situation d'un bon pied bon oeil. C'est pour cela, gardons l'œil sur la situation en cours. Il doit arrêter de faire des jeux de mots sur la vue. Il s'en amuse beaucoup, mais... mais ne vous mettez pas des œillères à force de juger sur l'apparence. Non. Mais l'apparence peut quand même, très souvent d'ailleurs, en tant que docteur, vous en conviendrez, signaler quelques maléfices ou quelconque maladie. Je veux dire, c'est à partir de l'apparence qu'il peut voir justement autour de lui, qu'il peut quand même diagnostiquer les gens. On peut le faire d'autres manières. Mais en général, j'utilise mes connaissances médicales. Faut le briefer, quoi. Du coup, est-ce que vous avez fini, docteur Sinclair? Oui, pour moi, enfin, si le MJ a compté, voilà. Normalement, j'essaie de ramasser les morceaux et de les mettre peut-être dans un sac ou tissu. Docteur Sinclair, aurait-il un cousin du nom de Bob? C'est fort possible, oui. Très bien, très bien. J'ai connu un Bob une fois. J'ai connu un Bob Sinclair une fois. Est-ce que les marais bouillonnent encore? Oui, ça continue un petit peu tout autour de vous. Ça a jamais arrêté en fait. Dans le doute, je vais faire claquer mon fouet à un endroit où ça bouillonne, pour savoir si c'est une créature ou si c'est naturel le bouillonnement. Tu claques très facilement, tu donnes un coup assez précis sur une de ces bulles et en fait la bulle éclate tout simplement. Tu prends conscience que c'est tout à fait naturel en fait. Chaque bouillonnement, en fait le bouillonnement qui est tout autour de vous, il n'y a rien de plus naturel que ça. Ok, ça marche. Du coup, je vais essuyer mon fouet
un chiffon Mhm. très propre, on va dire, histoire qu'on ne sait jamais quand je ferai pénitence. D'ailleurs, je vais même le désinfecter après tout ça. Je ne voudrais pas Ouais, très distribuer bien. la malmort malencontreusement. Je vais le désinfecter entièrement et le ranger. Messieurs, pouvons-nous reprendre la route pour essayer de nous mettre à l'abri de cette pluie particulièrement froide et désagréable? Et l'huissier de vous suivre, en effet. Vous êtes Au en mieux, t'en dis. 10. Où est-ce que vous allez? Du coup, je pense qu'on va se diriger enfin vers le 9-4 pour avoir accès à une source d'eau. Leur but Très étant bien. le 7-7, en effet, le 9-4 est un chemin essentiel. Très bien. Euh, vous vous dirigez une nouvelle fois vers cet objectif et le trajet prend encore 7, 8, 9, 10 jours. Il est un peu plus éreintant que d'habitude. La température a chuté un peu plus et le sol est beaucoup plus escarpé. Ouais, le relief est un peu escarpé. Le sol, en fait, vous gagnez en altitude. Vous gagnez en altitude. Vous êtes. Ce que vous voyez, docteur Clotilde et docteur Émilienne, à quelques lieues au nord, vous voyez une chaîne de montagnes et pourtant vous êtes déjà sur un sol neigeux depuis plusieurs jours. Et tiens, docteur Godefroy, tu vas me jeter un D6 et tu me donnes le résultat. 6. Docteur Clotilde, tu vas le voir, docteur Godefroy, tu vas entendre. Et docteur Émilienne, tu vas le sentir. Docteur Émilienne, avec ton cheval, tu es comme... tu passes au travers de la neige, en fait. Docteur Clotilde, tu vois qu'en fait, docteur Émilienne, avec son cheval, elle est passée dans une crevasse. Docteur Émilienne, tu perds 1 point de corps. Diantre. Et quel était ce bruit? Est-ce que ça va? Il pense que Dr. Emilienne joue à cache-cache. Docteur Clotilde, Tu viens de tomber. Docteur Émilienne, tu sens ton... Tiens, docteur Clotilde, tu vas me jeter un des 6. Avec plaisir, très cher comte. Il doit recharger la page avant tout. Car la page Macadabre déconne toujours autant. Ah oui, c'est pour ça qu'on a été passé sur personnalisé l'autre fois. Oui. Que l'autre, elle fonctionne mieux. Et cela bug. Il va sur partie personnalisée. Il vous dira tout de suite ce qu'il en est. Okay, car ça fonctionne mieux de l'autre côté. Sur partie personnalisée, du coup. Excusez hein, les gens. Il vous dit cela dans un instant, cher comte. Alors. 1 D6, c'est cela, très cher comte? Oui, c'est ça, un des 6. Très bien. Il a fait 4. Il a fait 4, Docteur Émilienne, tu es tombé avec ton cheval dans cette crevasse, dans une crevasse glacée. Pendant cette chute, heureusement pour toi, bon, malgré le fait que tu sois blessé, tu as perdu donc 1 point de corps, c'est le cheval qui a amorti ta chute. Le cheval, lui, ton cheval, lui, a une patte cassée. Il hurle de douleur et il hurle. Son hurlement de douleur couvre à peine celui du vent qui menace en fait le long de ses parois. Puis dans une peut-être
à 5-6 mètres en contrebas. Tu as mal peut-être, mais tu n'as pas de fracture ni quoi que ce soit. Ton cheval, lui, par contre, est incapable de se relever alors qu'il commence à peut-être à se coucher sur le côté. Tu repenses à ce moment où tu as fait ce lien avec ce jeune poulain. Quand une brigade se forme, l'une des nombreuses traditions des brigades de la Malmort veut que chaque docteur aille voir une jument. Une jument sur le point de mettre bas. Et quand cette jument a mis bas le poulain, ou la pouliche mâle femelle qui vient au monde, après avoir poussé son premier cri, après avoir fait connaissance avec sa mère, doit poser ses yeux sur un docteur. Et pour que ce docteur puisse s'en occuper. Une fois que l'animal, le jeune poulain, est sevré, séparé de sa mère. Seulement, la jument ne donne pas son accord à la légère. Il y a une tradition. Chaque docteur, pour pouvoir acquérir le droit, l'honneur de s'occuper d'un cheval de valorieux, doit arriver avec un boisseau de blé et le présenter à la jument. Si celle-ci accepte, alors le poulain aura la permission de sa mère de s'approcher du docteur et le poulain viendra poser son museau sur la main du docteur. Et c'est ce qui s'est passé avec toi, Emilienne, comme avec tous les docteurs. Et quand tu entends ce cheval souffrir, tu n'entends pas le cheval adulte, tu entends ce poulain en train de mourir. À quoi tu penses à ce moment-là ? Au fait que tout ce que je voulais, c'est avoir un peu de renommée. C'était pas compliqué, non. Mais c'est pas grave. On fait avec, on suit les ordres, on va en mission, on tente de sauver les gens. Je me rappelle aussi comment j'ai usurpé cette identité pour pouvoir être docteur. Je me rappelle tout ça. Je vois pas de cohérence. Le docteur Emilien va clairement rigoler et pleurer en même temps. Au milieu du rire, tu entends une nouvelle fois ce vent qui hurle le long des parois et quelque chose te fait prendre conscience que ce vent n'est pas forcément naturel. Il s'agirait peut-être davantage d'un genre de hurlement plutôt que d'un vent. Ce vent, d'abord glacial, se trouve être non pas chaud, mais oui, certes un peu plus chaud, mais il charrie une odeur de charogne, quelque chose de nauséabond. Et à mesure que les secondes, les minutes peut-être défilent, tu sens que ce hurlement est plus proche à chaque fois. Les autres en haut, qu'est-ce que vous faites ? Oui. Il regarde si la crevasse est profonde. Ce que tu vois, il y a bien 5 ou 6 mètres jusqu'en bas. A-t-il la possibilité de descendre en sécurité ? Pour ça, tu vas me faire un jet d'esprit. Tout de suite, je très cher compte. Avec 1 des 6. Est-ce que je peux l'aider en faisant une corde avec nos brides de chevaux, histoire qu'il Il n'y a plus que 2 chevaux en haut. Et en bas, il y a le cheval d'Emilienne. Ouais, mais une bride, c'est assez long. Donc, si on et Clotilde, tu as fait combien à ton dé ? Il vous le dit dans l'instant. Il a fait 2. Excusez-moi. Ça passe, donc tu descends... Après peut-être quelques secondes, tu arrives à hauteur d'Emilienne de Saint-Clair. Toi, docteur Godefroy, presque instinctivement, oui, avec toutes les brides, tu arrives à
à confectionner aussi bien que possible une corde de fortune. Toi, Emilienne, tu vois le docteur Clotilde qui vient de te rejoindre. Docteur Clotilde, également, tu sens ce vent qui charrie une odeur nauséabonde. Et ce que tu remarques, toi, Emilienne, c'est que le vent qui hurle, en fait, ce hurlement, ce bruit est beaucoup plus fort, beaucoup plus prenant, pénétrant. Quelque chose s'approche de vous deux. Il y a quelque chose. Je leur tends la bride, je la tiens fermement de mon côté et je me tiens au cheval. Genre, je fais 1 ou 2 tours autour de ma main, autour de mon bras, et je me tiens au cheval parce que si je m'accroche au cheval, ça diminue la hauteur de la Ok, bride. donc tu te tiens au cheval et en fait, tu vas te faire écarteler entre le cheval et le poids de tes camarades. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ok. Quoique après, oui, non, mon fouet est épineux, j'ai rien dit. Donc non, oui, je fais avec la bride. Avec la bride. Très bien. Qu'est-ce que vous faites, vous, en bas? Vous voyez des morceaux de bride, une corde de fortune qui est à votre hauteur. Vous pourriez l'attraper facilement. Récupérez la bride de votre cheval, docteur Emilienne. D'ailleurs, si vous pouvez... je suis désolé de dire ça, mais récupérer un petit peu de viande, peut-être que nous en aurons besoin. Avec plaisir. Ton cheval, docteur Emilienne, te regarde en train de mourir. Tu vois, il est sur le côté, donc tu vois un seul de ses yeux qui... Tu sais que son dernier regard est pour toi. L'espace d'un instant, tu vois une dernière fois ce poulain qui vient de naître et que tu as vu naître et... Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Ne le laissez pas souffrir, docteur Sinclair. Il sait pas quoi faire, il a envie d'avancer, de survivre à cet enfer. Mais... Laisse-moi un peu de temps. Du temps, nous n'en avons pas. Le vent se remet à souffler dans la crevasse et quelque chose a l'air comme de choquer soit le sol, soit les murs et il y a quelques morceaux de glace qui s'effondrent un petit peu tout autour de vous. Alors que cette chose s'approche encore et l'espace d'un instant, toi Clotilde, tu vois une ombre qui se dessine au loin le long d'un mur, un mur très étroit. Emilienne, ils n'ont plus le temps de réfléchir. L'action doit être instantanée. Il va prendre évidemment avec lui sa rapière et va reculer d'un pas la rapière en avant. Ouais, tu vas reculer, ouais. Toi, docteur Emilienne, qu'est-ce que tu fais? Tu as docteur Godefroy qui vous appelle toutes les deux en bas. Et tu vois cette bride qui est là, prête à être saisie, et ton compagnon qui est en train de mourir, qui te regarde. Sauve-moi. Ce poulain, tu le comprends, vous êtes toujours compris tous les deux. Vous avez toujours communiqué, ça a toujours été fusionnel comme chaque docteur avec son cheval, chaque docteur a un cheval, chaque cheval a un docteur et ça a toujours été à la vie, à la mort quelque part. Peut-il s'adresser au docteur Emilienne? Bien sûr. Il veut lui dire, très cher, il semble que il faille vous rappeler que ce destrier était certes d'une importance grande, votre ville est plus encore de par l'importance de notre cause. Il serait de bon ton de vous réveiller prestement avant que la menace n'approche. Puis je vais... De toute façon, il a pas l'air sauvable, je pense. Dans une crevasse, je pourrais jamais le sortir. Effectivement, tu prends conscience que c'est impossible de le sortir. Je vais abattre mon épée
Et avant de ça, bien sûr, le regarder une dernière fois dans les yeux. Son regard va... En fait, oui, ça, tu vas entendre un cri très plaintif, peut-être étouffé. Il va chercher peut-être à protester les premiers temps, tu vois, comme un soubresaut. Non, non, mais pourquoi tu fais ça? Et l'épée peut-être va s'enfoncer lentement dans la gorge ou le poitrail de ce cheval qui quelque part n'a pas demandé à mourir. Une dernière fois, son regard, c'était un bon compagnon. Son regard va s'éteindre, devenir vitreux et très rapidement, un dernier souffle, une volute de fumée va s'échapper de ses naseaux. Le hurlement, là, le vent continue d'hurler, d'être cette fois un peu plus nauséabond. Tu vois Clotilde, alors que Émilienne est encore peut-être à genoux devant son cheval, à côté de son cheval, tu vois Clotilde, quelque chose qui pourrait ressembler à un bras très long, démesuré, avec au bout peut-être ce qui pourrait ressembler peut-être à une main avec trois griffes. Trois griffes, la peau à l'aspect marbre et juste un bout de bras qui arrive et quelque chose qui hurle derrière. Voit-il un visage? Non, juste le bras, juste un bout de bras qui arrive. Il va attraper. Ah non, il faut qu'il se défende. Il va attendre la rapière à la main, que le bras soit à portée. Et va faire. Attends, il te dit ça dans un instant, excuse-le. Et va essayer tout simplement de trancher le bras une fois qu'il sera à sa portée. Okay, tu vas me faire un jet avec 2d6 sous l'esprit. Et c'est un coup de rapière, donc c'est 2D dans tous les cas. C'est ça, c'est 2d. 2 et 6. 6 et 2, pardon. 6 et 2, ouais, non. Donc, c'est un 2, mais c'est également un 6. Tu vas peut-être, tu vas poser plusieurs coups. Tu vas trancher, ça va saigner, un sang très noir. Et pourtant, quelque chose va t'atteindre, déchirer un vêtement, peut-être endommager ton bec de corbeau et tu vas perdre un point de corps. Oh. Entendu. Docteur Godefroy, docteur Émilienne, Docteur Godefroy, tu entends que docteur Clotilde vient de laisser échapper un cri de douleur. Toi, docteur Émilienne, tu vois que ta consoeur est en train de se battre contre quelque chose. Tu refais surface. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Moi, je leur crie vous n'avez plus le temps, attrapez la bride! Attrapez la bride! Et en fait, à partir du moment où je sens du poids sur la bride, au lieu de les laisser remonter doucement, quitte à me faire mal, j'utiliserai mon humanisme pour me sacrifier un petit peu à leur place en demandant au cheval de tirer pour remonter les deux d'un coup. Tant pis si ça me déboîte l'épaule. Je fais appel à mon humanisme. Ok, tu fais appel à ton humanisme. Clotilde, Émilienne, qu'est-ce que vous faites? Vous sentez que Docteur Godefroy vous exhorte à vous barrer de là et vous voyez cette bride qui vous tend les bras et toi, Docteur Clotilde, tu sens que c'est quelque chose d'assez terrible en face de toi. Il va écouter le conseil du Docteur Godefroy et se laisser hisser. Ouais, Émilienne? C'est mieux encore. Émilienne? Faire de même très calmement,
je parle plus. Ok, tu parles plus. Docteur Godefroy, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe là, en faisant appel à ton humanisme? Je prie pour la salvation et que Solaria protège mon corps et mon rempart face à la noirceur. Et au moment où je sens le poids sur la bride, je fais pour le cheval pour qu'il commence à avancer assez rapidement. En fait, je sens mes épaules qui sont à 2 doigts de lâcher. Après, à toi de me dire si elles se disloquent ou pas à cause du poids. Non, 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 non. Non, c'est une réussite. Hein. Tu as invoqué ton humanisme, donc c'est une réussite. Hein. Ok. Et du coup, même pas besoin de jeter de dés. Je sens que c'est vraiment à 2 doigts et je suis extrêmement soulagé au moment où je sens ce poids qui se défait au niveau de mon bras quand ils sont du coup arrivés à ma hauteur. Vous avez refait surface, docteur Clotilde et Emilienne. Toi, docteur Emilienne, peut-être que au moment où tu quitteras le sol, tu te retrouveras peut-être à 2 mètres, 2 mètres 50, à mi-chemin en tout cas du sommet de la surface. Quelque chose aura peut-être tenté de t'attraper. Tu sentiras quelque chose qui choquera ton pied, mais ça restera sans effet. Par contre, vous entendrez tous les trois au fond de la crevasse, dans la semi-obscurité, quelque chose vous verrez quelque chose qui recouvre le corps de ton cheval, Emilienne, et vous entendrez des bruits de quelque chose qui va. Ton cheval se fait dévorer là. C'était un bon cheval. Messieurs, dames, dites-moi, est-ce que la créature peut monter? Est-ce qu'elle est assez grande? Est-ce qu'elle peut nous toucher en restant en bas? La créature est grande. Je suis très cher compte. Est-ce que la créature serait hypothétiquement montée? Ça, tu sais pas. Ce que vous entendez, par contre, c'est qu'elle est en train de manger. À dire vrai, très cher docteur Godefroy, en cet instant solennel, notre chère créature est en train de se taper le gueuleton du siècle. Est-ce que vous la trouvez plus dangereuse que ce que nous avons affronté la semaine dernière? Il pense que c'est du même acabit. Est-ce que nous pouvons profiter de notre position haute, et là je sors le fouet, pour s'occuper de la créature? C'est hors d'atteinte. Ah, c'est hors d'atteinte, ok, ça marche. Docteur Clotilde, fais-moi un jet d'âme. D'ailleurs, tiens non, docteur Godefroy, fais un jet d'âme pour ton collègue. Un des 6. Okay. Il n'est pas rassuré. 4. Un jet d'âme. Un jet d'âme. Oui, je suis bon. Ok, tu es bon. Très bien. Donc vous êtes au sommet de cette crevasse, au pied de cette montagne qui est au nord, dans l'hexagone 9-4. Qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous qu'on mette fin à cette créature ou continuons? Il est d'avis que le cheval ne sera plus consommable par les humains désormais. Oui. Et d'ailleurs, il précise à l'Assemblée que même dans l'éventualité où vous iriez à boustifailler ce cheval déjà prémâché, elle s'y refusera catégoriquement. Ce n'est pas pour le cheval que je proposais de tuer la créature. Nous allons de toute façon avancer. Nous avons peut-être trop perdu de temps. J'ai peut-être trop attendu en bas. Je ne risquerai pas ma vie une nouvelle fois. Très bien. Avançons en direction de la source. On remonte Et je vous trouve bonne distraction, donc. Oui. Je remets ma bride sur mon cheval, je tends la bride du docteur Francham. Ouais. Et je tends la main dans le vent
au docteur Sinclair, à peu près dans sa direction. Je vais Docteur Emilienne, ouais. prendre sa main et grimper. Ok. Docteur Godefroy et Emilienne sont ensemble sur le cheval du docteur Godefroy et docteur Clotilde sur son cheval à Yel. Qu'est-ce que vous faites? Alors juste pour le trajet, pour pas trop fatiguer le cheval non plus, il faudra que le docteur Emilienne passe de temps en temps sur celui de Francham et vice-versa, histoire de ne pas juste tuer le cheval de fatigue. Et du coup, je leur dis, essayons de chercher cette source. Elle doit être dans le coin, elle est notée sur la carte. Pardon, on m'a dit qu'elle était notée sur la carte. Diantre. Avez-vous ne serait-ce que lu quelconque carte un jour venant? Quand j'étais N'avez-vous jeune, pas ouais. toujours été aveugle? Non, je n'ai pas toujours été aveugle. Oh. C'est, comme vous le voyez à ces brûlures sur mon visage, c'est un accident. C'est une maladresse de mon maître d'apprentissage qui m'a valu ces cicatrices et malheureusement ma cécité. Laissez-le deviner. Vous décidâmes en un matin de novembre de cuire quelques frites? Non, pas du tout. Nous étions en train de faire des tests sur des acides pour essayer de trouver une nouvelle manière de, comment dire, purifier le cancer. Première étape réussie. Vous avez réussi à purifier une chose. Votre vue. Purifier, je n'irai pas jusque-là. Bah là, elle est blanche. Eh, et Alors, il s'indigne. Et comme elle tient quand même à préciser que dès lors, votre vue est d'un blanc immaculé, au même titre que vos yeux. alors je ne pense pas, parce qu'à mon avis, je dois avoir des veines qui doivent ressortir, tu sais, et j'ai un mélange entre les yeux blancs et les yeux rouges, tu vois, D'accord. avec les vaisseaux qui ont éclaté, etc. D'accord, en effet. Très bien. Très bien. Très bien. Ouais. Ok. Ça va, je m'en sors assez sur le vouvoiement jusque-là. Sur la troisième personne. Sur la troisième personne, c'est pas mal. Ça va. Du coup, je tends l'oreille pour chercher la source de l'eau. Fais-moi un jet Je d'esprit. regarde. Ouais, Emilienne? Je fais pareil en regardant. Okay, Ouais, ok. Je vois rien du tout, je fais 6. Des 6. Merde, j'ai oublié de mettre le slash. 6 aussi. Non, pas, rien du tout. Mais quelle efficacité qu'est cette équipe? C'est pas possible. Vérifiez la carte. Sommes-nous au bon endroit? Quelle carte? Il fallait prendre une carte? J'imagine qu'on a la carte de Saint-Vol quand même. Diantre, je l'ai oublié au campus. Dans Macadabre, oui. Hop là, dans les ressources. Hop Oui, là. non, mais je veux dire nous en RP. En RP. Oui, vous l'avez, oui. Ouais, ok, ça marche. Donc vérifiez la carte s'il vous plaît. Pourtant, être Non, là. ils n'ont pas encore fait des cartes en braille, je suis désolé, sinon je l'aurais fait moi-même. Il vérifie la carte. Il vérifie la carte et il va faire un jet de 1 des 6. Et il fait 2. Il faut bien que l'un d'entre nous soit efficace, après tout. Après tout, oui, très rapidement, tu remontes une piste et tu retrouves très facilement un cours d'eau assez fin, mais peut-être qui fait peut-être 4-5 mètres de large, ce cours d'eau, assez puissant, assez froid, mais oui, tu devines que la source n'est pas très loin, peut-être quelques heures. De quelle couleur est l'eau, s'il vous plaît?
Vous voyez que l'eau, en fait, c'est de l'eau, quoi. Elle est transparente, il n'y a pas d'odeur. Je vais me pencher au-dessus. Non, Prendre elle de l'eau respire dans pas ma la main pour framboise. la Allez-y. sentir. C'est juste de l'eau. Je prends un échantillon quand même. Ouais, très bien. On est d'accord qu'on a assez de fioles pour ramener des échantillons à Valorieux pour faire les tests, justement. Alors, vous voyez, toi, docteur, Godefroy, tu entends les chevaux, en fait, même boire à cette rivière. Ok, de toute façon, il Il faut se dit qu'il... qu'il devrait prendre 1,5 litre d'échantillon à chacun. De toute Simplement façon, pour consommer cet échantillon durant la journée. il faut... on n'a pas assez de réserves avec nous, j'imagine, de base pour tenir pendant des mois. Donc oui, il y a un moment, il va Ouais. falloir quand même qu'on les boive. Mais je vais quand même en garder un de côté. J'en bois par survie, si tu veux. Moi, je vais en boire avec parcimonie. Mais je me garde un échantillon pour l'analyse, pour être sûr. Nous Il faut sommes quand faire même des attention à docteurs, ne... on doit trouver la véritable réponse à ce problème. Il faudra faire attention à ne pas perdre ses ressources de vie. N'est-ce Mm. pas, Godefroy? Et au bout de quand même de 3 semaines de voyage ensemble, vous voyez quand même que sur le visage de Godefroy, ça commence à être lourd. Disons qu'il ne voit pas du bon oeil toutes ces blagues sur la vue. Il est désagréable, mais rien de plus, rien de plus. Il s'amuse à être désagréable. Alors, quand son point de vue sera pertinent, je pense que Godefroy se déridera un petit peu. Est-ce qu'il y a... Le lac a l'air très clair ou pas? Alors, il n'y a pas de lac, Enfin, le mais lac. cette rivière, oui, l'eau est vraiment cristalline. D'accord. Bon, eh bien, ne nous attardons pas. Je pense que nous devrions prendre la route de Saint-Voile. Très bien. Allons bon, pourquoi pas? Après tout, avec tous ces échantillons à boire, Après, nous aurons... vous ne m'aviez pas dit, docteur Francham, qu'il y avait aussi un étang non loin qu'on pourrait étudier. Tout comme vous, je le découvrais il y a si peu de temps. Vous regardez la carte et ouais, tu vois un étang, un lac en 9-6, 2 hexagones plus bas. Très bien. En avançant dans cette direction, nous finirons dans peu de temps par tomber sur un lac. Il n'est pas sûr que ce soit la direction à prendre pour se rendre auprès de la comtesse de Saint-Voile. Aussi, il laisse la décision à ses compères concernant le chemin à prendre. De ce que je vois, en vrai, peu importe le chemin qu'on prend, il y a peut-être si on fait 8-5, 8-6, 8-7, 7-7, ça fait 4 eggs. Sinon, si on descend jusqu'au 9-6 et qu'on va à Saint-Voile, ça fait 5. Si on suit le cours d'eau, ça fait 5. Donc, peu importe. Peu importe. Il serait peut-être Après, techniquement, il y a que le cours d'eau. Le cours d'eau va jusqu'à Saint-Voile. Et ça se trouve, peut-être que l'eau n'est pas polluée à la source, mais qu'elle est polluée sur la route. Et dans ce cas-là, vu que c'est la réserve principale d'eau de Saint-Voile, peut-être qu'on ferait mieux de descendre le long de la route, le long du cours d'eau. Je penche aussi plutôt pour cette option. Très bien. Je pense que ça peut nous apporter des réponses. Oui, et puis au moins si nous ne rencontrons personne à soigner,
Nous pourrons toujours nous reconvertir dans le milieu professionnel de la voirie. Je n'aurai jamais à me reconvertir. Je suis le meilleur. Oui. Et tu vois quand même que le truc de la voirie, ça fait rigoler Godefroy, tu vois, parce qu'il repense quand même à son handicap. Tu vois. La voirie. Ah, bref. Bref. Eh bien, partons à 8-5. 8-5, très bien. Vous, en route, vous appliquez un petit peu quelques soins à Clotilde pendant plusieurs jours. Clotilde va Et récupérer. Emilienne, les deux. Pardon? Les deux, Emilienne aussi est blessée, elle s'est fait mal en tombant. Non, Emilienne et Clotilde, vous récupérez toutes les deux en point de corps pendant ces 8, 10, 15 jours que prennent le périple le long de cette rivière. Et un soir, en fait, vous êtes au sommet peut-être d'une colline le long de ce qui longe un peu ce cours d'eau qui est maintenant un peu plus large. Et vous voyez le long de ce cours d'eau, noyé dans les arbres, qui ressemble à un village peut-être, le long de ce fleuve. Peut-être à 200, 150, 200 mètres. Il y a un petit sentier qui mène. Très cher comte, est-ce que ce village était spécifié sur la carte? En 8.5, tu regardes sur la carte, il y a bien des maisons, des constructions. Entendu. Il va avertir ses compères de ce qu'il voit et avertir que quelques menues maisons se trouvent non loin de là. Quelle heure est-il approximativement? Fin de journée, le ciel commence à être crépusculaire. Vous êtes pointé. Il suggère de s'avancer vers l'une des villes pour essayer d'y passer la nuit à quelques auberges potentiellement accueillantes et de quérir justement aux nouvelles des gueux y habitants. Oui, en profiter de l'hospitalité et de l'humanisme des locaux. Vous avancez donc avec vos 2 chevaux et docteur Emilienne, tu vas me jeter 2d6 s'il te plaît. Et c'est un... Si, c'est un 1. Très bien. Vous, le long d'un petit sentier forestier, vous approchez de ce village. Et toi, Emilienne, tu sais lire et écrire. Tu vois le nom de ce village qui s'appelle Mortevigne. Et ce qui vous frappe à tous, c'est le silence. Pas un bruit. Pas un bruit. Vous arrivez, le soleil poursuit sa course, il fait un peu plus sombre, mais c'est encore assez. Vous avez encore matière à voir assez. Sauf toi, pardon, docteur Godefroy. Docteur Clotilde et Emilienne, vous voyez encore assez facilement, malgré la pénombre qui s'installe. Ce qui vous frappe à tous les trois, c'est le silence. Et à tous les deux, Clotilde et Emilienne, c'est que vous ne voyez personne. Ni animal, ni humain, ni villageois, ni qui que ce soit. Qu'en pensez-vous, Emilienne? Nous allons voir. Je vais m'approcher doucement d'une des fenêtres pour voir et regarder à l'intérieur. Ce que tu vois, Emilienne, c'est que, en fait, même toi, Clotilde, toi, Godefroy, docteur Godefroy, tu entends.
tu entends les grincements de plusieurs portes. Clotilde et Emilienne, vous voyez qu'en fait, toutes les petites maisons, en fait, toutes les maisons, il y en a peut-être une quinzaine, toutes les maisons sont ouvertes. Toutes les portes. Emilienne, tu regardes à travers une fenêtre et il n'y a personne. Personne et pourtant tout est ouvert. Tu vois ce qui pourrait ressembler à une petite cuisine, un petit salon, c'est une petite maison au bois qui est vermoulu. Un genre de perron qui te fait quitter le sol boueux. Tu marches dessus, le sol grince et tu vois dans cette petite pièce, sur une petite table, des bougies qui sont allumées, comme si la table avait été dressée. Et tu vois qu'il y a 3 couverts. Je vais reculer, approcher du groupe et dire il semblerait que nous ne soyons pas seuls. Mais il semblerait aussi que nous soyons invités. J'ai vu 3 couverts disposés sur une table avec une bougie allumée. Et dans les autres maisons? Bonne question. Et je regarde les autres maisons du coup. Fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît, Emilienne. Très bien. 1 des 6. 1. Tu vois des traces humides, comme des empreintes. Tu les montres à Clotilde, également à Godefroy, qui peut-être a posé ses mains pour essayer de les identifier. Et ce sont des traces étranges, des empreintes de sources inconnues, visibles un peu partout à l'extérieur, que ce soit au sol, sur les murs. Et il y a quelque chose qui te frappe, surtout toi, Godefroy, puisque étant aveugle, tes autres sens se sont développés. C'est une odeur de bois, une odeur très forte. Et ça vient des empreintes ou ça vient des maisons? Ça vient de partout. C'est partout autour de vous. Okay. Je ne suis pas très toi, tranquille. Emilienne, pardon, je reviens à toi. Toi, Emilienne, et même toi, Clotilde, vous regardez à l'intérieur d'autres maisons, et c'est un petit peu le même principe que dans la première que tu as vue, Emilienne. Dans chaque maison, il y a comme une table qui semble être dressée avec 3 couverts. Puis des petites bougies qui sont posées ça et là sur les meubles qui sont un peu décrépits, moisis. Et sur ces tables, il y a quelques-unes de ces maisons sur la quinzaine ont même une cheminée. D'autres ont un foyer. Il y a quelques braises qui sont encore rougeoyantes. Il va prendre 2 de ces bougies allumées et les tenir dans ses mains. Tu les tiens dans tes mains, ouais. Il les garde allumées et en cas de quelconque danger, essaiera de le lancer sur la créature pour potentiellement l'inflammer. Oui, c'est très bien. Il n'y a personne, il n'y a que vous 3. Surtout 2 bougies, si tu la lances, elles s'éteignent. Voilà, mais... il croit en sa chance légendaire. Je suis pas très tranquille personnellement, messieurs, dames, pour passer la nuit ici. Mais ces 3 couverts dans chaque maison m'intriguent. Le fait que le village soit vide est explicable. Le fait que le village soit vide avec des bougies allumées dans chaque maison et comme quoi le village a été habité il n'y a pas longtemps, là ça m'embête beaucoup plus. Est-ce que vous voyez ou entendez des choses venant des alentours ou en dehors du village, je parle? On vous entend, vous. Le silence. Mis à part les bruits de la nature, le vent, vos chevaux, vous êtes dessus ou non, j'imagine non, vous êtes descendus, Clotilde et Emilienne, pour aller fouiller un petit peu les alentours. Toi, Clotilde, ton cheval, il te suit, il vaque un peu à ses occupations, il cherche à bouffer 2-3 brins d'herbe. C'est un peu comme s'il calculait pas, il vous calculait pas.
Vous remarquez tous les trois que les deux chevaux, les deux chevaux survivants sont toujours tendus parce qu'ils sont pas tranquilles. Ils l'ont jamais été depuis que vous êtes arrivé dans la contrée de Saint-Voile. Mais ils ont connu pire. Mis à part les cinq, les cinq que vous êtes, les deux chevaux plus les trois docteurs, il ne semble y avoir personne dans le village de Mortevigne. Il va circuler dans les différentes maisons et prendre d'ailleurs avec lui différentes bougies. Et à chaque maison est vidée, il va poser il va retirer une des bougies sur la table simplement justement pour bien spécifier que cette maison-là a été faite. Donc il va revenir avec une dizaine de bougies dont une allumée. Voilà. Ok, ça va te prendre peut-être une bonne demi-heure, hein, parce qu'il y a quand même une quinzaine de maisons, 2 minutes par maison, ça me paraît pas déconnant. Il fait à présent presque nuit. Et docteur Godefroy, tu entends, docteur Emilienne, tu vois le docteur Clotilde arriver avec un tas de bougies que toi, Clotilde, tu auras peut-être rangé dans ta besace, plus une que tu tiendras dans ta main, dans une de tes mains pour regagner ta brigade. Et pour avoir de la lumière, si jamais ils s'abritent tous les trois dans une masure, il va poser les bougies à droite à gauche pour qu'on ait assez de luminosité dans l'habitacle dans lequel nous serons. Moi, j'aurais bien aimé savoir où vont les empreintes avant qu'il fasse totalement nuit pendant que le docteur Clotilde va ramasser ses bougies. Il fait totalement nuit. Non, mais juste avant qu'il fasse totalement nuit. Pendant la demi-heure où nous on fait pas rien. Ah, pendant la demi-heure docteur Emilienne, tu peux me faire un jet d'esprit. Ok. Un des 6. 3. 3, ok, tu remarques que ces empreintes, en fait, sont un petit peu partout enfouies. Il n'y a pas vraiment de sens, de direction. Il y a des zones qui sont plus ravagées que d'autres, plus creusées que d'autres, comme si ça avait été, comme s'il y avait eu davantage de personnes. Et puis parfois ça s'éloigne, 2-3 jeux d'empreintes, et puis hop, ça semble rejoindre comme un autre groupe. Et puis en fait, des empreintes, il y en a partout. Partout, que ce soit au sol, il y a des traces de mains boueuses sur les murs, sur le perron des maisons, sur les poutres qui soutiennent un genre de, comment ça s'appelle, tu sais, les avancées de toit pour comme une terrasse abritée pour les 2-3 maisons qui ont ça, mais les perrons. Il n'y a pas de, tu vois pas d'où ça pourrait venir, ni où ça va, franchement. Est-ce que ça, je demande au docteur Sinclair, est-ce que les... J'ai pas compris. Je dis, je suis ta marionnette, vas-y. Pardon. Est-ce que les traces ne vont et viennent pas plus de la rivière? Je sens cette odeur d'humidité vermoulue un peu partout. Vous la sentez tous, hein, Baissez les bras. Est-ce que... Non, mais il est vrai que l'odeur est nauséabonde. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une créature, après tout ce qu'on a vu et entendu, etc., une créature marine qui sortirait de la rivière? Est-ce que vous pourrez regarder, docteur Sinclair? Il a une supposition également concernant ce village qui ne reste que spéculation. Et il pense, à titre personnel, que quelques créatures X ou Y est venu relativement récemment décimer l'entièreté du village. Et que nous sommes que ils sont tous trois dans les vestiges d'un village meurtri. C'est impossible. Je ne crois pas avoir
vu ou entendu un de vous deux parler de maisons délabrées, de traces de lutte ou de sang? Justement, il n'y a rien de tout ça. Et combien même, il y a forcément quelque chose d'envie pour avoir allumé toutes ces bougies. Moi, je dirais plus que quelqu'un ou quelque chose est encore ici Oui, pendant que tout le village a fui. Très cher comparse, Ou peut-être que tout le village s'est transformé. les créatures que nous croisâmes jusqu'alors, peuvent-elles être considérées comme étant en vie? C'est là est toute la relativité de leur état. En tout cas, elles ne sont pas tout à fait mortes. Voilà. Essayons de nous mettre dans la maison la plus grande avec le plus de sorties possible, histoire de, s'il y a un souci, que nous puissions évacuer assez rapidement. Passons la nuit. Je vous propose de faire des tours de garde. Je ne me sens pas à l'aise dans ce village. Oui. Je sens qu'elle va bien dormir. Vous arrivez donc assez facilement dans le ciel qui est certes couvert, mais un peu dégagé encore, avec la clarté de la lune. Un grand bâtiment se détache, vous, dans la pénombre, vous dirigez vers ce bâtiment et oui, c'est une maison plus grande que les autres. Et comme tout à l'heure, toi Clotilde, tu l'as fouillé cette maison. Et il y a une chose qui ne figurait pas sur la table où il y avait 3 couverts. Il y avait donc les 3 couverts, les 3 écuelles. Ces 3 écuelles sont remplies. Elles sont remplies d'une nourriture qui semble tout à fait savoureuse, en tout cas bien préparée, beaucoup plus consistante que ce que vous vous mettez sous la dent depuis maintenant des semaines, des jours, des semaines. Les 3 repas sont chauds, sentent très bon. À l'extérieur, il y a vos 2 chevaux qui vous ont suivi, qui sont à l'extérieur. Peut-être vous les avez attachés par leurs brides ou peut-être pas. Et vous remarquez, vous voyez Clotilde Émilienne, vous voyez Docteur Godefroy, tu entends dans une cheminée, la cheminée de la cuisine, un petit feu qui brûle et qui réchauffe la pièce. Qui est là? Montrez-vous. Je n'aime pas ces jeux. Personne ne répond. Je vous déconseille de manger, messieurs. Il va sans sourciller se poser devant la cheminée, s'asseoir en tailleur et passer ses mains pour se réchauffer les mains près de la cheminée, sans mot dire. Sans dire un mot, tu te mets en tailleur, comme tu as dit, devant la cheminée, face à la cheminée, et tu frottes tes mains, tu enlèves tes gants, presque immédiatement, la chaleur de ce feu, en fait, t'envahit, te réconforte, te fait du bien. Presque après des semaines de voyage, de ces blessures, ces épreuves, peut-être. À quoi tu penses à ce moment-là, Clotilde? Non. Très cher. Ce village est-il si néfaste que l'on pouvait se le dire? Regardez, il vous intime de regarder l'accueil qu'il aurait fait. Certes, il y a quelques personnes à qui nous pouvons adresser quelques remerciements. Néanmoins, l'on lui a appris que si cadeau il y a, retenez-vous de manger, mais profitez du confort malgré tout. Le chemin vers la damnation est beaucoup plus praticable que celui vers l'éternel. Je
ne ferai pas confiance à ce confort pour ma part. Et est-ce que la maison a un étage? Effectivement, en explorant un peu, même Emilienne et Clotilde, vous lui indiquerez, il y a effectivement un petit escalier qui mène à, c'est peut-être une volée de marches, peut-être une dizaine de marches, 10, 15, 20 marches. Prenez garde à la marche en montant, Charlotte. Hop, tu t'en montes 5, 6, ouais, peut-être une dizaine, et hop, tu tournes 180 degrés sur le côté, t'en remontes autant, puis t'arrives sur un étage, oui, effectivement. Du coup, moi, je sors mon épée. J'essaie d'être très alerte. Je palpe le long du mur et j'essaye de trouver une chambre avec une fenêtre. On est d'accord que c'est vraiment un étage totalement séparé, c'est pas une mezzanine. Non, il s'agit pas d'une non, c'est pas une mezzanine. Non. Il y a docteur Emilienne et Clotilde, vous entendez les pas du docteur Godefroy au-dessus de vous. Et à chacun de ces pas, vous pouvez quasiment le suivre. Il y a un genre de poussière qui tombe à chaque fois qu'il va faire un pas. Et vous entendrez le bruit de raclement de son arme. Toi, docteur Godefroy, ton épée, elle racle sur un mur et à un moment, il va y avoir une résistance. Et après, le bruit sur le bois va être différent. Et tu sais d'expérience qu'il s'agit d'une porte. Ok. Messieurs, est-ce que vous avez exploré la maison en entier? Non pas. Il s'est réchauffé près du feu. Je Ouais. tape à la porte. Et aller aider notre ami pour mieux voir ce qu'il attend. Tu montes alors que Clotilde est autour du feu, en train de se réchauffer. Et tu rejoins donc le docteur Godefroy, une volée de marche. Très rapidement, docteur Godefroy, tu sais, tu entends, tu ressens Emilienne qui arrive à ta hauteur et sur le côté, Emilienne, tu vois une porte devant laquelle le docteur Godefroy s'est arrêté. Toi, en même temps, ce que vous avez vu, Emilienne et Clotilde, c'est que au rez-de-chaussée, il y a un petit rideau derrière lequel il y a un lit très grand, deux personnes, et un autre plus petit. Comme si ce rideau séparait la pièce en deux pour en faire une deuxième quelque part. Et vous avez vu ça, toi en tout cas, Emilienne, tu l'as vu en franchissant cet escalier, tu passes devant le rideau en fait. Tu franchis le rideau et c'est là que tu as vu donc au rez-de-chaussée ces deux lits. Toi, Clotilde, tu l'auras vu, tu l'auras deviné. Peut-être ou alors peut-être que Emilienne te l'aura dit. Vous savez qu'il y a un grand lit de personnes et un autre petit lit d'une personne au rez-de-chaussée. Et à l'étage, donc, il y a cette porte devant laquelle Godefroy et Emilienne, vous êtes à ce moment-là. Elle est fermée pour le moment. Vu que j'entends le docteur Emilienne à côté de moi, j'ai mon épée vraiment. Je la tiens, tu sais, le pommeau quasiment presque au niveau de ma tête, la pointe en direction de la porte, pour vraiment, si j'entends quelque chose me foncer dessus, je perce et je perce pour tuer, tu vois. Et j'ouvre la porte. On va l'entendre crier Diabolos. Diabolos, non. Tu entends, tu pousses la porte, un grincement assez, aigu, sinistre, et tu es devant, en fait, pas de bruit à l'intérieur de la pièce. Que voyez-vous, Sinclair? Emilienne, toi, tu regardes et tu vois une toute petite pièce, semble à une chambre avec un autre lit, un lit deux personnes, avec une petite commode ouverte et une petite bougie. Ah, j'ai pas dit aussi, au rez-de-chaussée, il y a également une bougie. Toi, tu les as pas vues, Clotilde, ces bougies,
la première fois quand tu as fouillé, tes lits, tu ne les avais pas vus non plus. Et devant chacun de ces lits, en fait, il y a un petit meuble avec une bougie allumée. Et à l'étage, pareil, ce petit buffet là, comment on appelle ça, table basse, avec une bougie allumée. Et ce lit 2 places à l'intérieur et une armoire ouverte. D'accord. J'aimerais regarder dans le tiroir ouvert. Il n'y a rien. Complètement vide. J'ouvre les autres tiroirs. Les tiroirs sont vides. Mis à part, si, peut-être quelques vieux vêtements, des vieux vêtements sales, déchirés. Rien de probant. C'est totalement vide. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Il y a bien une fenêtre, une petite lucarne avec une planche à soulever pour laisser, on va dire, la lumière extérieure passer. Un corps humain ne passerait pas. C'est une lucarne, peut-être un corps d'enfant pourrait passer, mais à moins de se jeter, des mètres plus bas pour se fracasser le crâne, non, un corps ne passe pas. Ok. Du coup, je ressors, mais je fais le tour en palpant les murs pour voir s'il y a d'autres portes, etc. Tu verras très vite que c'est le seul endroit, c'est la seule porte de l'étage. Ok. Je redescends et je vais aller dormir directement dans le petit lit. Et je dirais à mes camarades de me réveiller. Ou même, tiens, peut-être que je vais dormir directement. La porte, elle s'ouvre sur l'intérieur ou sur l'extérieur? Vers l'intérieur. Ok, bah du coup, je vais me coucher devant la porte en fait. Je vais On prendre rentre à je vais prendre le petit lit, je vais le mettre voilà, à travers de la porte. Ça, si quelque chose essaye de rentrer par la porte, ça m'enverra. Très bien. Clotilde et Milienne, qu'est-ce que vous faites? Toi, Docteur Godefroy, tu étais parti pour dormir à l'étage, c'est ça? Non, en bas. En bas? Ouais, En bas, alors, ah oui, en bas, la porte d'entrée, c'est ça? Ouais. Ok, très bien, ouais, très bien. Et il va s'endormir près de la cheminée, tout posé. Il était confortablement installé près de la cheminée, il va s'endormir comme ça. Ok. Je suppose que je fais le premier tour de garde. C'est le premier tour de garde. Et Docteur, oui. Pendant le petit temps où je suis là, voir si dans les placards il n'y a pas de l'alcool. Fais-moi un jet d'esprit. Et il y a effectivement, tu trouves, assez rapidement. Pourtant, Clotilde, toi, tu as fouillé. Dans un peut-être que tu es en train de t'endormir à ce moment-là, tu verras Docteur Emilienne sortir une petite bouteille, une petite flasque fiole d'une armoire. T'es passé devant, t'es passé à côté, tu l'as pas vu. Toi, Emilienne, tu as cette flasque, un liquide transparent. En l'ouvrant, tu sens une forte odeur de bon vieux torboyau. Fera l'affaire. Et je vais prendre une des chaises, me mettre devant la fenêtre et siroter tranquillement tout en regardant dans le plus grand des calmes. Ok. Tu montes ta garde, en fait, tu sirotes ta fiole. Et Docteur Clotilde et Docteur Godefroy, vous allez me lancer 2d6 chacun et vous allez me donner le résultat total. On occupe. J'ai fait 3 et 4. Donc ça fait 7. Et moi, j'ai fait 3. 3 en tout, sur le 10, ok. Peut-être un jeu de l'esprit. Est-ce que c'est les deux chevaux qui sont à l'extérieur? Tu entends peut-être
Clotilde et Godefroy qui sont en train de ronfler dans la pièce comme des gros porcs. Et malgré ça, tu restes assez concentré quand même. Mais tu vois, est-ce que c'est les 2 chevaux qui sont dehors? Est-ce que c'est autre chose? Quelque chose semble avoir bougé, s'être approché. Quelque chose semble s'être approché pour de la maison où vous êtes et semble être en train de longer un mur. Tu le regardes et tu sens que cette personne, c'est quelqu'un, c'est quelque chose ou autre chose, peut-être, tu sais pas. Est en train d'escalader le mur depuis l'extérieur. Et tu sens que tu entends une planche de bois. Une planche de bois, cette planche de bois, tu sais où elle est. C'est celle de la petite chambre à l'étage qui est en train de bouger. Tu l'entends se soulever, puis claquer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais secouer en silence mes compères et je vais faire. Merci. Oui, que peut-il pour vous? Ne réveille pas. Clotilde et Godefroy sont endormis profondément. Ils ronflent Oh. comme des gros porcs. Tu les secoues et autant secouer des cadavres, ça ferait la même chose. Ils ne se réveillent pas. J'ai besoin de personne de toute façon. Je vais prendre mon épée. Ouais. Enfin, ma rapière. Et me diriger à l'étage. C'est une épée courte que tu as, c'est pas une rapière. Mon épée courte. C'est moi qui ai la rapière. Je ne sais Ouais. pas. C'est ton épée courte, ouais, tu montes à l'étage. Enfin, chacun de tes pas, au milieu des bougies, la lumière des bougies, elle est un peu elle est un peu chiche, tu vois, elle est un peu chétive. Et le moindre souffle devant, même le moindre souffle humain pourrait les faire s'éteindre. Et tu grimpes et les lumières de ces bougies relâchent en fait. Tu vois ton ombre se refléter sur les murs, sur les planches, sur le sol, sur l'escalier. Tu grimpes et chacun de tes pas fait grincer les marches. D'abord une, puis deux. Et comme si ça ne suffisait pas, tes pas semblent quand même assez lourds et chacun de tes pas résonne en plus. Tu arrives à l'étage devant cette porte. Ou peut-être pas, tu es au sommet de cet escalier d'abord, qu'est-ce que tu fais? Tu entends... il n'y a pas de bruit, juste les ronflements du docteur Clotilde et du docteur Godefroy au rez-de-chaussée. Et toi, tu es là au sommet de l'escalier, au début du couloir, tu sais que au bout du couloir, tout au bout, au fond, il y a cette porte qui est fermée. Tu n'entends rien d'autre que les ronflements de tes collègues. Qu'est-ce que tu fais? Et tu n'entends rien d'autre, mis à part ton souffle et peut-être les chevaux dehors. Est-ce que tout à l'heure la porte on l'a refermée? Il me semble que oui. Il a toujours. Alors, il faut spécifier aux viewers et rappeler aux joueurs que dès le début, Clotilde a été spécifiée comme étant un paranoïaque. Donc, c'est ça. C'est la porte du haut, c'est pas la porte d'entrée. Non, ouais, la porte d'entrée. Moi, il parle de la porte d'entrée, donc oui, non. Ouais. Et tu vois cette porte en fait, et tu l'avais fermée, c'est sûr. Tu te revois le faire parfaitement. Tu le sais, tu l'as fait. Pourtant là, cette fois, la porte de la chambre elle est entrouverte. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de m'approcher vraiment le plus discrètement possible, comme une ombre, avec l'épée levée.
Après, Tu t'approches comme une ombre. Docteur Godefroy, fais-moi un jet d'esprit pour Docteur Emilienne. 1 des 10. 4. Tu t'approches et assez facilement peut-être, oui, plus facilement que lorsque tu as monté les escaliers et tu es devant cette porte. Qu'est-ce que tu fais? Elle est entrouverte. Le loquet, en fait, a été... en fait, tu te souviens avoir agi sur la poignée, mais peut-être que t'as pas fait forcément attention, t'as pas forcément peut-être fermé comme il fallait. La porte est bel et bien entrouverte. Tu entends les ronflements de tes collègues un peu étouffés parce qu'ils sont à l'étage maintenant. Tu entends les chevaux en bas qui vivent leur vie, leur respiration qui est très forte dehors. Puis, qu'est-ce que tu fais? j'ouvre la porte d'un coup sec. Tu ouvres la porte d'un coup sec et tu entends soudainement les hurlements effrayés de vos 2 chevaux qui sont dehors, qui hurlent de frayeur, de terreur. Et la séance s'arrête là. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.